Tout pour investir, le placement à suivre. Avec Édouard Béliard de Delubac. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Alors c'est vrai qu'on fait un petit peu moins de crypto, il y a des émissions pour ça. Nous, on est vraiment dans une optique patrimoniale, mais justement, c'est peut-être l'occasion de revenir sur la tendance immédiate des marchés. Ceux qui ont des cryptos font un petit peu grise mine depuis la semaine dernière parce qu'il y a eu une grosse correction. Oui. Notamment sur le Bitcoin, et on a l'impression que la dynamique, elle est en train de changer, et elle est plutôt en faveur de l'Ether, si on regarde bien les choses. Quel est votre état de la situation un petit peu là, on va dire ? Alors oui, c'était effectivement une tendance qui se confirmait un peu. L'Ether était en train de regagner du terrain sur Bitcoin, qui avait tendance un petit peu à plafonner, même s'il avait rebattu un record dans les dernières semaines. On avait eu un léger recul des cryptoactifs justement sur les 15 derniers jours. Donc de nouveau, un appétit de la part des investisseurs pour se repositionner sur la classe d'actifs et surtout de prendre des positions longues. Et avec les annonces de Donald Trump, malheureusement, vendredi dernier à 23h, eh bien, les marchés ont paniqué. On a eu effectivement des liquidations en pagaille. Les marchés financiers traditionnels étant fermés à cette heure-ci, ce sont les marchés crypto qui ont servi d'exutoire. Et donc, on a eu des pertes en cascade qui ont duré toute la nuit. Donc, un marché qui a reculé de 19 milliards et une capitalisation qui a, elle, baissé de 400 milliards sur cette période-là. Donc, un événement sans précédent, puisqu'on n'a pas eu de pertes aussi importantes sur le marché, que ce soit pour l'épisode de FTX, qui était la plateforme qui s'était effondrée, ou même pendant le bear market de 2022. Donc, oui, un sans précédent qui a fait évidemment très peur à tous les investisseurs qui ont un petit peu fait le sauve qui peut pour essayer de récupérer leurs billes. Mais face à peu de liquidités en face, malheureusement, ça n'a pas forcément marché. C'est toujours ce qui se passe. Et puis en plus, énormément de positions sont prises sur les cryptos maintenant sur les marchés à terme. Donc il y a des positions à liquider qui amplifient le mouvement un petit peu ou qui peuvent le stopper. Enfin, ça dépend des coups, mais là, pour le coup, ça a été un petit peu fatal aux grandes cryptos. Tout à fait, oui. Alors, les grandes cryptos ont reculé moins que les petites. Pour le coup, il y avait plus de positions à terme sur les altcoins qui, pour certaines, alors que ce sont des projets éprouvés là depuis un certain temps, ont reculé de 80 à 90% pour certaines. Donc, vraiment, un effet de panique et même plus que ça sur certains exchanges, puisque les investisseurs, voulant récupérer leurs investissements, ont tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être. Mais voilà, donc ça a été aussi une opportunité pour ceux qui sont rentrés à ce moment-là et de pouvoir acquérir des cryptos bon marché. Mais alors du coup, on dit de temps en temps, à tort ou à raison, l'automne, c'est la alt season. Il y a apparemment un petit effet saisonnier autour des cryptos. C'est un petit peu le moment des altcoins, après avoir beaucoup travaillé Bitcoin, l'Ether, etc. Ça gâche un petit peu la saison, là, pour le coup. Ça gâche un petit peu la saison, ça vient nous rappeler que des événements externes peuvent largement impacter le marché crypto, surtout sur cette temporalité. Les autres marchés étant fermés, il faut bien qu'il y ait un exutoire pour les investisseurs pour sauver leur position. Donc oui, ça vient casser une tendance qui était très prometteuse, en tout cas avec des signaux qui sont toujours ouverts pour la crypto en tant que telle. Bitcoin, effectivement, est passé de record en record. Ethereum a suivi, donc c'est un petit peu le schéma qu'on a généralement dans le cadre d'une alt season qui est profitable ensuite aux autres cryptos qui suivent ces deux principales. Donc oui, ça vient retarder, je pense, l'agenda. Malheureusement, ce sont des événements qu'on ne peut pas maîtriser. Il n'empêche que la promesse technologique et d'investissement est toujours bien présente. Donc nous, comme vous, dans cette émission à la banque de Lubac, on a une approche plutôt patrimoniale aussi, donc on n'est pas sur ces produits sur ces produits justement à effet de levier. On est plutôt dans l'accompagnement, la conservation, l'achat-vente et offrir justement cette promesse à nos investisseurs. Donc voilà, pour nous, si on a un horizon d'investissement toujours moyen-long terme, c'est intéressant de se positionner sur ces niveaux-là. Donc il faut garder espoir et continuer de bien se diversifier, évidemment. Pas mettre tous ces deux dans le même panier, c'est jamais pour tous les actifs. Alors justement, travailler la crypto pour pouvoir investir ensuite. Il y a quand même un attrait assez dynamique en ce moment pour les transactions immobilières en crypto. Alors on parle souvent du marché de l'immobilier qui est déprimé, qui est techniquement un petit peu compliqué. On vient de le voir avec François-Xavier Seur. Financer les achats immobiliers en crypto, voilà, c'est une solution qui commence à rentrer un petit peu dans les mœurs. Alors de manière très ponctuelle pour le moment, mais la dynamique en tout cas s'est installée. La dynamique s'est installée, on avait besoin de premières opérations qui se réalisent, donc il y a déjà eu des acteurs immobiliers qui l'ont fait, mais qui ne l'ont pas fait en cédant la crypto, mais en passant d'abord par la phase de conversion crypto vers euro avant de l'intégrer dans le protocole d'acquisition. Là, nous, c'est vrai qu'on a permis avec cette première opération réalisée par la banque,
avec la participation de la banque, c'était de pouvoir justement transmettre des cryptos directement aux vendeurs et qui était d'accord. Hein. La banque est arrivée avec son expertise justement sur cette partie-là pour accompagner le process, pour avoir un wallet de séquestre avec une certaine quantité de sécurité au cas où il y aurait une volatilité importante sur l'actif en question. Mais voilà, on a pu, grâce donc à un financement de la part de l'acquéreur, plus 40%, il me semble, en cryptoactifs, sceller cette première opération qui, à mon sens, va continuer d'évoluer puisqu'on a de plus en plus de détenteurs de crypto qui veulent en faire quelque chose. Hein. Donc, même si on a toujours la fiscalité qui va s'imposer finalement à l'acquéreur, eh bien, ça reste quand même un moyen de pouvoir, de pouvoir commencer à acquérir des biens réels finalement avec de la crypto. Et pour le vendeur, c'est aussi pour lui justement gage de croire finalement dans cette classe d'actifs, de croire en son évolution et de prendre ce pari aussi de conserver ses actifs et de ne pas les convertir en euros. Alors ça, c'est pour la fiscalité des résidents français, puisque pour les résidents étrangers, c'est encore différent. C'est différent, oui. Ils peuvent acquérir sans fiscalité des biens en France. Donc on va voir où tout cela nous mène. Ça va être progressif, hein. Encore une fois, comme vous l'avez dit, le contexte actuel pour l'immobilier n'est pas non plus au beau fixe, mais on a de plus en plus de détenteurs de cryptoactifs qui ont fait des belles plus-values sur ces dernières années, qui ont des cryptos et qui souhaiteraient, je pense, reconvertir en immobilier. On a de plus en plus de demandes, nous, de remploi dans des actifs traditionnels, donc c'est quelque chose qui va continuer de se développer. Ouais, finalement, parce que c'est ça qui est intéressant, mais comme dans tout concept économique, c'est une fois que la transaction est faite, qu'on a une étiquette de prix et qu'on a un système qui se pérennise. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'était de finaliser des transactions pour pouvoir établir les premières connexions. Dernier aspect qui vous intéresse, c'est justement les dons en crypto aux associations, aux caritatifs, aux philanthropiques. C'est une pratique qui est en croissance là aussi. C'est une pratique qui est en croissance, qui s'est davantage développée aux États-Unis et qui commence à arriver progressivement en Europe. Mais on a déjà des volumes importants de l'autre côté de l'Atlantique, justement, où pareil, en fait, il y a eu des fortunes qui se sont constituées en crypto. En Europe, c'est pareil. Et puis, il y a cette volonté, enfin, c'est générationnel, hein, la crypto, encore une fois. Donc, on a de plus en plus de jeunes donateurs. On l'a vu d'abord au travers des fondations et puis maintenant des associations qui souhaitent donner dans un but philanthropique, mais aussi pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal qui est lié, puisque bien comme sûr. Un don en monnaie fiat, eh bien, vous avez l'avantage fiscal qui vient se greffer aussi pour la crypto. En tout cas, dans les textes actuels, la manière de les interpréter, eh bien, c'est le cas. Donc, on a de plus en plus de jeunes donateurs qui veulent pouvoir justement donner, donc des associations qui s'intéressent à ce phénomène-là. Ça commence par plutôt des fondations de grandes écoles qui ont des réseaux d'alumni qui veulent justement pouvoir donner. Et puis maintenant, on a des grandes associations qui se disent qu'effectivement, ça peut être intéressant, mais ils ont besoin d'être accompagnés, puisque là, pour le coup, il faut légitimer les fonds, il faut whitelister les wallets. Alors, c'est un vocabulaire un peu complexe, mais en fait, c'est pouvoir s'assurer que les opérations sont légales, que les cryptos ont été acquises légalement, et de pouvoir aussi offrir tout un environnement bancaire finalement à ces associations-là pour qu'elles puissent ensuite convertir en euros ou les conserver si elles veulent pouvoir diversifier leur placement. Très intéressant. Merci beaucoup, Édouard Belliard, spécialiste crypto chez Delubac. À une prochaine fois pour commenter cette foisonnante actualité des crypto-monnaies. Restez avec nous. Dernière